Indirect pour les élections législatives. Alors ça ne veut pas dire qu'on a perdu la parole, tout simplement parce que c'est dans notre conception du rôle d'un syndicat qui revendique sa liberté et son indépendance. Vous savez, c'est facile de se dire indépendant, mais il faut le prouver régulièrement. Et prouver son indépendance, c'est à la fois, quand on négocie, utiliser la négociation comme une arme, parce que la négociation, c'est un outil de l'indépendance syndicale. On ne s'en remet pas systématiquement à l'État pour régler tel ou tel problème. Si on peut discuter, négocier, obtenir satisfaction par la négociation, dans la négociation, on est au moins juridiquement à égalité. Donc, on n'accepte pas de signer, ça c'est notre appréciation. Mais la négociation, c'est un outil de l'indépendance. L'indépendance, c'est une indépendance vis-à-vis de toute structure extérieure au mouvement syndical. Que ce soit les partis politiques, le patronat, les gouvernements, c'est évident. L'indépendance syndicale, c'est pas de l'apolitisme au sens noble. Quand on revendique, on fait au sens noble de la politique. Quand nos anciens obtiennent les congés payés, ça a une influence sur la société. Entre nous, il n'y aurait jamais ce qu'on appelle l'industrie du tourisme telle qu'elle est aujourd'hui s'il n'y avait jamais eu les congés payés, par exemple. Donc nos revendications, quand elles aboutissent, influent sur la société. Mais pour autant, nous ne sommes pas en charge de l'intérêt général du pays. L'intérêt général du pays, ça c'est le rôle des partis politiques. Nous, on est en charge des intérêts particuliers et moraux des travailleurs, que ceux-ci soient actifs, chômeurs ou retraités. Or, dans une élection politique, certes, les travailleurs votent, mais il n'y a pas que les travailleurs qui votent. Il y a les professions libérales, il y a les patrons, c'est un vote de citoyens. Et en tant que syndicat, on n'a pas de consigne à donner à des citoyens. On peut donner notre appréciation sur toutes ces choses, mais on n'a pas de consigne de vote à donner. C'est la différence dans une démocratie entre ce qui relève du rôle du syndicat, ce qui relève du rôle du parti politique. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de contact de caractère démocratique avec des partis politiques qui nous consultent, qu'on dit ce qu'on pense, mais chacun doit rester dans sa responsabilité. L'indépendance, c'est aussi le respect de vos libertés individuelles en tant qu'adhérent. Vous avez le droit d'être à titre individuel, si vous le souhaitez, adhérent d'un parti politique ou pas. Vous avez le droit d'être catholique, musulman, bouddhiste, athée, mécréant, que sais-je. Ça ne nous regarde pas. On n'est pas là pour ça. Question de religion, de philosophie, c'est le choix individuel de chacun d'entre vous. Les choix politiques, ce sont des choix individuels de citoyens. Ce n'est pas des choix individuels de travailleurs. Vous savez, souvent les journalistes ont du mal à comprendre ça. Mais je dis, mais il suffit, venez assister à... Certains l'ont compris depuis. Je dis, assister à un congrès faux. Vous n'entendrez jamais dans une réunion syndicale ou un congrès faux un ou une camarade qui va venir s'exprimer au type de telle tendance politique. S'il fait ça, il n'a pas le temps de finir son discours. Parce qu'on n'est pas là pour ça. Et qu'on est là pour défendre ce qu'on appelle les intérêts de la classe ouvrière, de l'ensemble des salariés, quel que soit ce qu'ils puissent penser par ailleurs. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas des principes, on n'a pas des valeurs. Bien entendu. Mais si je dis ça et que je rappelle ça de manière régulière, vous savez... Moi, je me souviens des élections présidentielles de 2002. Vous en souvenez également. Et je me souviens notamment que nous n'avions pas donné de consigne de vote à l'époque. À l'époque, je n'étais pas secrétaire général de la Confédération. J'étais secrétaire confédéral. Et quand il y a eu le résultat du premier tour de l'élection présidentielle, ça a été un peu partout le branle-bas de combat. Et parce que je dis bien, l'indépendance, c'est pas simplement quand c'est facile, c'est aussi quand c'est difficile. En 2002, nous avons dit non, nous, on ne donne pas de consigne de vote. On dit ce qu'on a à dire. On a réaffirmé à l'époque qu'on était contre le racisme, naturellement, ça fait partie des principes de solidarité contre la xénophobie, contre l'antisémitisme, que la montée de ce type de mouvement était liée aux difficultés économiques et sociales. Mais quand je menais la délégation FO avec les autres syndicats, on n'est pas tombé dans le panneau. On a gardé notre liberté. Mais rappelez-vous, moi je le dis parce que je l'ai vécu. C'est peut-être la seule fois où j'ai vu pleurer mon prédécesseur, Marc Blondel. Tout simplement parce qu'à l'époque, le monde
le journal Le Monde, avec Plantu comme dessinateur, parce qu'on n'avait pas donné de consigne de vote, avait dessiné Blondel avec un brassard à croix gammée. Il a pleuré de rage. Pour autant, on n'a pas changé la position. Parce que l'indépendance syndicale, ça ne se négocie pas. C'est pas en fonction de telles circonstances ou pas pour faire bien, parce que les médias, etc. Non. Quand on est pour la liberté de comportement et l'indépendance syndicale, c'est dans toutes les circonstances, y compris quand ça n'est pas facile. Donc on maintiendra cette position dans les semaines à venir, dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Le 1er mai, on a d'ores et déjà dit, on en reparlera la semaine prochaine, puisqu'on a le comité confédéral national. Mais le 1er mai, pour nous, ce sera un 1er mai syndical, basé sur les revendications syndicales. Et on rappellera l'ensemble de nos positions sur toute une série de choses. On a d'ailleurs, fin février, présenté publiquement nos revendications, les nôtres, tant sur les questions internationales que sur les questions européennes, que sur les questions nationales. C'est nos revendications et notre façon de concevoir les choses. Pour autant, je le confirme, on ne donnera aucune consigne de vote direct ou indirect. Si je dis ça, c'est que, en fonction... c'est le 1er mai, une nouvelle fois, il va tomber entre les 2 tours de la présidentielle. Hein, il ne faut pas être sorcier pour comprendre ça. Entre le 23 avril et le 6 mai, il y a le 1er mai. Eh bien, on restera sur une ligne syndicale, ce qui ne nous empêchera pas de dire ce qu'on a à dire, comme nous l'avons toujours fait. Donc ça, c'est une question de comportement du syndicat. C'est une question de respect de la liberté individuelle de nos adhérents en tant que personnes privées ou en tant que citoyens. Dans le cadre, bien entendu, du respect des statuts, des structures de l'organisation syndicale. Dans le même temps, on n'est pas les muets du sérail. Quand on regarde sur les questions, au moins qui nous concernent, économiques et sociales, les propositions des uns et des autres, il y a des moments où on est obligé de réagir. Vous connaissez tous le vieil adage, qui ne dit mot consent. Je ne voudrais pas qu'on laisse entendre que sur telle proposition, le fait qu'on ne dise rien, on soit d'accord. Donc on a été amené à dire ici ou là, je dis bien sur les questions économiques et sociales, y compris quand on a rencontré certains des candidats à la présidentielle, attention, là, si c'est ça, nous on sera en désaccord pour telle et telle raison. On a ainsi expliqué à M. Fillon, pour prendre un exemple, c'est pas lui direct, on vient pas tailler un costard. On a vu M. Larcher. Non, mais on a expliqué au début, attendez, sur l'assurance maladie, ce qu'il proposait était inacceptable. C'était d'ailleurs contradictoire avec ce qu'il disait pour les allocations familiales. Le camarade tout à l'heure a présenté un amendement, elle avait raison. Alors ça peut paraître comme ça logique que la personne ou le couple qui gagne beaucoup d'argent et il ne touche pas d'allocation familiale. Sauf que c'est dangereux, mes camarades. Imaginez que le même système soit appliqué à l'assurance maladie. Ce que voulait faire M. Fillon. Ça veut dire quoi? Imaginez par exemple qu'on dise, certains y pensent, depuis plusieurs années, que sur les 2000 premiers euros de frais de santé, au-dessus de tel niveau de salaire, on n'est pas remboursé, ou tel niveau de revenu. Qu'est-ce qu'ils vont dire, ceux qui sont au-dessus de ce niveau de revenu? Ils vont dire, mais attendez, nous on veut bien payer à condition d'avoir les mêmes droits. Si vous nous faites payer et qu'on n'a pas les mêmes droits, nous on veut plus de la Sécu. On veut des assurances privées. Et à partir de là, c'est la fin du régime de solidarité. C'est pareil pour les allocations familiales. Si ceux qui payent n'ont pas les mêmes droits, à un moment donné, c'est le principe même d'universalité de la sécurité sociale qui est remis en cause. Bon, là-dessus, visiblement, c'est pas toujours très clair, mais ça a évolué. On ne peut pas laisser entendre que Force ouvrière serait pour le report de l'âge à la retraite à 65 ans. Si je prends d'autres propositions, je n'ai pas tout passé en vue. Sur un autre candidat, on ne peut pas laisser croire que Force ouvrière serait d'accord avec l'étatisation du régime d'assurance chômage. Ça veut dire l'amorce de la fin du paritarisme. C'est quoi le paritarisme? C'est la gestion de notre argent. Quand je dis notre argent, l'argent des salariés, la cotisation sociale, le salaire différé. Le rôle du syndicat, c'est bien
le contrat de travail et tout ce qui tourne autour du contrat de travail. Or, qu'est-ce qui tourne autour du contrat de travail et qui est financé principalement par la cotisation, qui figure sur la fiche de paye? C'est la Sécu, même si c'est plus du vrai paritarisme. C'est l'assurance chômage, au moins pour la définition des règles, parce que Pôle emploi maintenant c'est plus les syndicats et le patronat, hein, c'est l'État qui gère. C'est ce qui reste du 1% logement et des retraites complémentaires et un peu de formation professionnelle. Voilà, c'est ça le paritarisme. C'est une école de responsabilité, mais c'est aussi une garantie pour les travailleurs. C'est beaucoup plus facile de remettre en cause un système basé sur l'impôt qu'un système basé sur la cotisation. Regardez ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Jusqu'à Madame Thatcher, Madame de Fer, le système anglais de protection sociale était l'un des meilleurs au monde. Il était financé par l'impôt. Choix qu'avaient fait historiquement les Anglais. Bing, Madame Thatcher arrive, elle décide de casser le système. Elle baisse les impôts et on en est aujourd'hui à un système qui a énormément de difficultés. L'université d'Oxford vient par exemple récemment d'estimer que les restrictions budgétaires dans le système hospitalier anglais ont été à l'origine de 30 000 morts. Que là, ils n'arrivent plus à recruter des médecins. Y compris avec le Brexit, il y a plein de médecins étrangers qui ne veulent plus venir au Royaume-Uni. Il faut savoir qu'il y a un accord entre la Sécu anglaise